I feel good. Je me sens Me bien. sinto super bien. Eu me sinto bem. Et toi? Genki. Et toi? I Feel Good, le podcast qui vous veut du bien, vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armelle Béraudy. Musique originale, Florence Bonnardel. Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Séverine Bourguignon aujourd'hui, qui est gestalt thérapeute et aussi cofondatrice et présidente de l'association des écouteurs de rue. Bonjour Séverine. Bonjour Armelle. Alors je suis contente de te retrouver Séverine parce qu'on se connaît quand même depuis assez longtemps. Justement, j'aimerais que tu puisses partager un peu ton parcours parce que tout le monde ne te connaît pas comme je te connais et que tu puisses partager un peu ce parcours assez atypique d'artiste, de productrice en maison de disques, de thérapeute. Oui, c'est vrai que c'est un long parcours. Enfin, on se rend compte avec un peu de bouteille qu'il se passe plein de choses dans une vie. Voilà, nous on se connaît d'une vie d'avant, il y a maintenant, je sais pas, plus de 20 ans, 20-25 ans, en maison de disques, où j'étais chargée de production et consultante image pour un label de musique urbaine. Et voilà, et c'était déjà un peu une reconversion puisque j'avais plutôt fait des études pour travailler dans l'export et à l'international. Et voilà, et puis au bout en travaillant avec des artistes, j'ai eu à nouveau mon vieux démon de la création qui est revenu. C'est-à-dire que là, on remonte encore avant, où plus jeune, je voulais faire des études artistiques et plutôt art visuel. Donc en fait, ce qui n'a pas abouti parce que j'ai eu une très très mauvaise note au bac en dessin. Et donc, je ne me suis pas sentie de continuer voilà, dans ces études-là. Mais on voit comme c'est tenace. Hein. C'est vrai que quand on pense à l'orientation des jeunes, moi, ce que j'observe, c'est qu'en général, ce qui est là, les envies qui sont là chez les jeunes, ou même là, moi, je fais l'expérience et j'en témoigne pour moi-même. J'avais déjà ces envies-là d'activité manuelle, de créativité, de dessin. Et finalement, ça m'a repris un peu plus tard, adulte. J'ai essayé une voie un peu plus conventionnelle, une voie qui était... c'était super, c'était un super métier. Mais il y avait quand même la dimension artistique qui est revenue, et notamment en travaillant au contact d'artistes, même si c'était plutôt des artistes dans le domaine de la musique, mais il y a autour de ces domaines-là quand même gravitent des graphistes, des réalisateurs, des compositeurs, enfin des gens, des journalistes. Donc il y a tout un monde de la culture. Et finalement, c'est en étant là à l'époque chez Sony Music pour les citer dans ce label-là, que m'est revenu aussi assez fort, un peu comme un boomerang, quelque chose que j'avais laissé de côté en me disant non, c'est pas grave, c'est pas pour moi. Si, c'était pour moi. Et voilà, donc il y a eu toute une période de reconversion. Avec un congé individuel de formation. C'est vrai que j'ai envie de le dire parce que ça fait partie du parcours de pas mal de personnes. Et voilà, ça n'a pas été simple pour moi. J'ai mis 3 ans à obtenir le financement de ce congé individuel de formation. Il a fallu que je passe par un bilan de compétences qui m'a aidée parce qu'il venait confirmer en fait ce bilan de compétences que en effet le changement que je voulais faire il était avéré, en tout cas qu'il pouvait devenir un vrai projet professionnel. Puis ensuite il y a eu une année de formation où là ça a été génial de retrouver toute la créativité et en même temps très particulier de me retrouver à l'époque j'avais une trentaine d'années avec des jeunes qui eux en avaient plutôt 18-20, donc il y avait un décalage aussi dans la maturité que je pouvais sentir. Mais voilà, à partir de là, moi, je me suis dit, je me lance et je deviens artiste. Ce qui était un petit peu audacieux parce que là, c'est pareil. Je suis partie, je me rends bien compte, il y a peu de personnes qui croyaient dans mon entourage qui croyaient à ce projet-là. Et je me rends compte maintenant pourquoi. J'avais pas de book, j'avais... rien fait, mais c'est en me retrouvant disponible pour créer que j'ai commencé à avoir des projets. Et donc, j'ai exercé ce métier pendant 15 ans.
Est-ce que tu crois vraiment qu'on devient artiste? Est-ce que c'est pas quelque chose qui était en toi dès l'enfance et que finalement, oui, t'as laissé de côté, mais est-ce qu'on devient artiste? C'est pas tant un statut finalement, c'est plus un talent ou un don ou une sensibilité. Oui, c'est ça, c'est une sensibilité. Après, on doit le devenir si on en fait son métier. Hein, là, c'est aussi après les contraintes. Et c'est vrai qu'il faut être assez discipliné et pouvoir accepter les contraintes en tant qu'artiste. Parce que moi, j'ai dû en accepter et en même temps, ça me rendait aussi très créative. Donc, mais je suis d'accord sur le fait que, en tout cas, c'est un vrai sujet de débat, de savoir si... moi, je me pose même la question de savoir si c'est un métier. En effet, c'est plus un être au monde, une façon d'avoir des choses à dire, un certain regard qu'on offre aussi aux personnes. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a tant de mal à ce que ce soit un métier reconnu, en tout cas rémunéré. Parce que les artistes, aujourd'hui encore, là, se plaignent beaucoup du fait que, il y a beaucoup de choses. Alors, on est arrivé à obtenir que les signatures de livres soient rémunérées, mais bon, oui, ça reste encore un grand débat. Et en effet, je pense que cet entre-deux, et voilà, ça crée un certain flou. Parallèlement à ta pratique artistique, il s'est passé d'autres choses pour toi. Ben oui, parce que c'est vrai que tout ce parcours-là, je le raconte d'un point de vue finalement administratif et changement de métier, mais en sous-main, on va dire, il y avait un autre travail qui commençait à se faire, qui était un travail thérapeutique dont j'avais besoin et qui m'aidait de toute façon à faire ces choix que j'avais besoin de faire. Ça mettait beaucoup de sens, de compréhension sur ce qui m'arrivait, et voilà, ça m'a aidé aussi à faire des choix, à prendre des décisions qui me semblaient saines pour moi. Ça m'a permis de me déconditionner, d'évoluer aussi beaucoup. Donc voilà, tout ce travail s'est fait en parallèle. D'abord un travail personnel, et puis à un moment donné, ayant été artiste quelques années, c'est vrai que est venue la question de me former, c'est-à-dire d'aller plus loin. Et donc j'ai commencé à faire une formation, donc il y a 10 ans maintenant, et c'est un travail long, c'est-à-dire qu'au départ, en tout cas pour ma formation de gestalt thérapeute, il y a un prérequis qui est d'avoir fait un travail personnel d'au minimum 2 ans, et au minimum, je crois, c'est 200 heures de travail en groupe. Et puis ensuite, il y a 7 années de formation. Donc c'est assez long. Et en même temps, avec le recul, je trouve ça complètement justifié par rapport à la responsabilité que ça peut représenter d'être thérapeute. Mais je crois que je ne pouvais pas imaginer, quand moi-même je faisais ma thérapie, que mon thérapeute était aussi bien formé. Ça me semblait tellement facile ce qu'il faisait. En tout cas, avec moi, c'était comme fluide, la manière dont il me guidait. Je n'imaginais pas la connaissance qu'il pouvait y avoir, la connaissance, puis aussi le travail un peu de connexion à soi, de ressenti, de connexion émotionnelle aussi, pas que intellectuelle, qu'il pouvait y avoir tout ce travail qu'il avait fait pour être comme ça, pour m'aider à pouvoir faire le mien. Alors, tu es une artiste engagée, mais tu es aussi une thérapeute engagée. Du coup, comment t'es venue cette idée-là des écouteurs de rue? Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu le concept de ces écouteurs de rue et comment ça s'est construit? Alors, le concept... un mot qui me vient, c'est la simplicité. En fait, c'est des chaises qui sont dans la rue. Il y a une chaise pour un écouteur, c'est-à-dire un thérapeute, et une chaise pour un écouté. On est dans la rue, on met les chaises en face à face. Et là, la rue où, en tout cas, ça s'est créé, c'est une rue à Paris, dans le 18e, dans le quartier de la Goutte d'Or. Donc, on est adossé à une friche urbaine sur le trottoir. C'est un endroit où le trottoir est très large et où c'est très passant. C'est-à-dire que la Goutte d'Or, c'est un endroit où il y a beaucoup de commerce. Donc, on a choisi un endroit qui est très passant. Et en fait, comme on est complètement hors cadre par rapport au travail de la psychologie et de l'écoute habituelle, la rumeur de la rue, finalement, nous protège et amène de la confidentialité, là où on en perd du fait de ne plus être en cabinet.
Donc voilà pour le dispositif. Et à chaque fois, on essaye d'être au moins 5 thérapeutes dans la rue parce que ça crée une dynamique dans l'espace public. Donc l'idée au départ, elle m'est venue en étant artiste. Donc d'une part en connaissant bien le quartier. C'est vrai que le quartier de la Goutte d'Or, il a très mauvaise presse. On en a parlé. C'était l'histoire des no-go zones. Mais en fait, moi, c'est un quartier dans lequel j'habite que j'aime beaucoup parce qu'il y a une espèce de vie de village et il y a une grande diversité culturelle qui fait du bien, je trouve. Alors, il y avait quelque chose dans ce quartier qui était difficile à supporter parce que il y a je dirais pas de l'insécurité, mais il y a de la saleté. Voilà, c'est vrai qu'il y a des problèmes de drogue. Il y a eu récemment des arrivées de mineurs qu'on appelait les mineurs non accompagnés. Donc il y a quand même des problématiques sociales dans le quartier, mais aussi quelque chose d'agréable où les gens se parlent et viennent de partout dans le monde. Donc l'idée, c'était de le faire à la Goutte d'Or, ces écouteurs de rue, à la fois parce que c'est des personnes qui ne vont pas vers la santé mentale, en tout cas peu, ne serait-ce que par exemple, il y a des cultures où en tout cas cette fonction-là n'existe pas. Et pour une question de sous aussi, moi j'ai très vite compris en faisant ma propre thérapie, que ça coûtait cher et que tout le monde ne pouvait pas se le permettre. Donc il y a les CMP, mais les CMP, je sais pas, c'est entre 2 et 6 mois d'attente. On ne choisit pas non plus son thérapeute, donc ça veut dire que on va peut-être pas forcément s'entendre avec la personne qui nous est proposée. Et on sait que l'alliance thérapeutique, c'est quelque chose de très important dans la thérapie. C'est ça, c'est vraiment fondamental. Donc, il y avait tout ça, cette notion d'accessibilité pour plusieurs, socialement, financièrement, qui m'a donné envie de le faire. Et ce qui m'a donné envie de le faire, c'est qu'en faisant un projet artistique dans l'espace public, dans cette friche, dans laquelle je suis restée 3-4 mois, en fait, ce que j'avais pu constater, c'est le besoin qu'il y avait d'écoute, parce que les gens rentraient. Moi, j'étais en train de bricoler, c'est-à-dire que je cousais, je montais des structures, et les gens venaient rentrer, s'asseyaient pour me regarder faire, et puis taper la discute, et pouvaient rentrer dans des choses, dans leurs problèmes, me raconter des choses vraiment très intimes, parce que moi, j'étais disponible et à l'écoute. Donc ça, c'était avant la mise en place du dispositif. C'est ça. C'est ce qui... c'est finalement ta connaissance de ce terrain-là, en fait, qui t'a donné envie de proposer ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'observation, la connaissance du quartier qui ont fait que tout d'un coup, je me suis dit, mais je devrais faire comme le marabout qui était au coin. Il y avait un magnifique marabout tout vêtu de blanc. C'était un monsieur mauritanien qui était un peu âgé, qui est décédé au Mali pendant le confinement. Et lui, on vient lui faire une obole, et il donne en échange un conseil, une prière. Donc je me disais, mais je devrais m'asseoir à côté de lui et finalement faire aussi comme lui. Mais sauf que moi, je l'avais pensé seule. Et il y a une amie qui, sur Facebook, a relayé une vidéo des Sidewalk Talks. Et ça se fait plutôt aux États-Unis, vers San Francisco. Et en voyant ça, j'ai trouvé ça... je me suis dit, ça ressemble à ce que moi, je voulais faire. Et ça avait l'air simple. Et je me suis dit, en fait... il faudrait essayer. Et je suis sortie de la dimension toute seule à la dimension d'équipe. Je me suis dit, il faut le faire ensemble, à plusieurs. Donc, on a essayé, ça a démarré en avril 2019. On a pu vérifier, parce que ça, c'est un concept très gestaltiste. On expérimente, c'est-à-dire qu'avant de dire non, c'est pas possible, on va essayer. Et moi, j'avais vraiment envie d'essayer, de voir si ça fonctionnait. Comme je l'avais vu, je l'avais vu fonctionner quand moi j'étais toute seule dans la friche, je me suis dit, oui, est-ce que si on est plusieurs, est-ce que si on est des thérapeutes et si on est là dans la rue à dire aux gens on se parle, ça va marcher. Mais tout de suite, en fait, ça a fonctionné. On a eu des écoutes et puis on a renouvelé. Et l'idée, c'est de faire au moins une fois par mois pendant 2 heures. Donc en général, on fait ça le samedi, mais ça nous est arrivé aussi de le faire en semaine. Et donc, pendant 2 heures, on est là dans la rue à disposition. Voilà, on harangue un peu les gens, mais des fois, c'est pas la peine de haranguer. Les gens comprennent d'eux-mêmes ce qu'on est en train de faire. D'accord, mais vous êtes de toute façon assez visible. Vous avez des brassards, il y a visuellement un espace quand même qui est dédié. Ouais. Et au final, le but, c'est de donner un espace de parole à des gens qui n'en auraient pas idée, ou donner un espace de parole tout court, ou d'inviter des gens à se
prendre en charge ou de leur montrer que ça existe, qu'il y a une tierce personne qui peut les écouter, qui peut les aider. C'est quoi exactement C'est tout à la fois. Parce que, évidemment, pour l'instant, il y a très peu de personnes qui reviennent. Quand on écoute, on essaye de rester vraiment sur l'écoute, c'est-à-dire de donner son importance à l'écoute et à la présence, qui est vraiment une des qualités premières d'un thérapeute. Mais en fait, en fonction du public qu'on a, et là on a un public assez social, parfois on a besoin de leur donner des ressources. Donc on a créé un petit livret avec des ressources, souvent des ressources de proximité, c'est-à-dire des adresses pour un accès au droit, un accès au logement, pour aller retrouver du lien social avec une association qui va faire du jardinage par exemple, ou un groupe de parole. Donc, mais les gens reviennent peu. Et c'est vrai qu'au moment où on les voit, ils savent pas qu'ils vont nous rencontrer. Donc, il y a des chances que quand ça fera... là, ça fait déjà pas mal de temps, mais le confinement est passé par là. Mais à force d'être là, je pense qu'on va devenir plus connu pour les personnes dans ce quartier. Mais pour l'instant, c'est des rencontres qui sont tout à fait fortuites et peu programmées. Les gens ne viennent pas exprès pour se faire écouter. Donc, c'est des personnes qui passent et avec qui on fait des rencontres. Et d'après ce que j'ai compris, il y a donc une antenne là qui s'est développée à Nantes, c'est ça? Et à Rennes. Et à Rennes, Oui. d'accord. L'antenne Grand Ouest. D'accord. Donc c'est adossé à une école de Gestalt thérapie, c'est bien ça? Oui. Ok. Donc le but, c'est de pouvoir développer ce projet dans plein d'antennes en France, à l'étranger, où vous allez voir comment ça se passe. Oui, déjà, c'est une surprise que ça puisse essaimer comme ça. Alors, on est beaucoup de gestalt thérapeutes, mais c'est vrai que j'ai envie de dire que c'est un peu par exemple, par mon réseau. Mais l'autre cofondatrice, elle est psychologue clinicienne. C'est une dame qui a été dans les townships en Afrique du Sud. Enfin, voilà. Et on n'est pas dogmatique. C'est juste que les gestalt thérapeutes, c'est un réseau que je connais, qui ont un aller-vers qui est assez développé, et puis ce côté l'humanisme qui est écrit dans l'ADN finalement de la gestalt thérapie. Donc ça fait que ça marche très bien avec les gestalt thérapeutes, mais moi j'adorerais qu'on ait beaucoup plus d'autres postures qui viennent nous rejoindre, d'autres psychologues, des psychanalystes. Enfin voilà, c'est très ouvert, j'ai envie de le dire. Mais c'est vrai que à Rennes et Nantes, en fait, il y a une école de Gestalt qui s'occupe du coup de la coordination de cette antenne. Et c'est vrai que c'est une facilitation que ça puisse exister. Et du coup, c'est aussi, ils fédèrent, ils ont un réseau de thérapeutes et c'est plus facile de fédérer des personnes. Donc voilà, c'est la première fois, c'est une première expérience. Et d'ailleurs, les écoutes, pour l'instant, sont très différentes à Nantes et Rennes par rapport à la Goutte d'Or, parce que ce n'est pas le même public. Oui, bien sûr. Et ça aussi, ça va être intéressant, parce que moi, je trouve que c'est super de pouvoir garder ce côté de la Goutte d'Or, justement, très multiculturel, transculturel, interculturel, voire ethno, qui fait travailler un peu sur l'ethnopsychiatrie, une réflexion aussi sur comment on fait de la thérapie avec des personnes qui n'ont pas la même culture que la culture occidentale sur laquelle a été fondée la psychanalyse, par exemple, ou la psychothérapie. Mais voilà, comment eux, ils vont le vivre, comment ils vont développer aussi les écouteurs du Grand Ouest, leur façon de faire. Et justement, ça va enrichir, je pense, cette expérience des écouteurs. Donc, on est très à l'écoute de pas figer en disant c'est comme ça, c'est pas autrement. On a quand même un dispositif qui est le même, mais en même temps, là, on voit bien que l'endroit n'est pas le même, les villes ne sont pas les mêmes, donc ils cherchent leur espace et on a hâte de pouvoir faire un bilan, on va dire en fin d'année, pour voir comment ça se passe chez eux, les écoutes. Pendant le confinement, on a été appelé par le pôle santé mentale de la ville de Paris à faire des écoutes aussi auprès d'étudiants pendant les distributions alimentaires.
Et ça, c'était super parce que vraiment, on s'est aussi senti très utile. Cette notion-là que beaucoup de thérapeutes ont, le besoin d'être utile. Là, il était vraiment aussi, la fonction était remplie aussi pendant le confinement. Et les profils de personnes, c'est plutôt des personnes qui auraient jamais pensé à aller voir un psy, par exemple, ou c'est leur première expérience de parler de quelque chose de très intime à quelqu'un qu'ils connaissent pas. Peut-être quelque part, ça peut les arranger aussi, de se dire, je lui dis ça, j'ai besoin de me libérer d'un poids et je la reverrai jamais. C'est plutôt ça comme profil ou... Alors, c'est vrai que je pense que le fait que déjà on essaye d'anonymiser, c'est-à-dire nous on ne donne pas nos prénoms, pas par manque de politesse, mais pour que voilà, la personne n'ait pas à le dire en retour. Après, il y a des échanges, c'est-à-dire que ça arrive, les échanges sont souvent intenses, même si on ne parle pas d'une problématique et que c'est simplement un échange sur quelque chose qui crée du lien. Mais des fois à travers nos différences. Il y a un moment où il y a des personnes qui disent on ne s'est même pas dit notre prénom. Donc à ce moment-là, on le dit, mais en général, on ne dit pas nos prénoms de façon à ce que justement, il n'y ait pas de dette qui se fasse, que la personne justement se sente tranquille et puisse repartir en ayant déposé son paquet et voilà, en se libérant de quelque chose et en sachant que justement elle peut, parce qu'on ne se reverra pas, parce qu'on ne va pas interférer dans sa sphère privée autrement. Donc oui, ça joue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas forcément chez le psy ou qui n'auraient jamais essayé. C'est l'occasion d'essayer aussi, de découvrir. C'est là où moi je trouve que c'est une grande force de montrer, de se montrer que les thérapeutes s'exposent en dehors du cabinet. C'est vraiment les thérapeutes dans le champ social. Là, c'est pour moi une force. C'est-à-dire que si quelqu'un qui n'y a pas pensé, ne sait pas ce qu'il va pouvoir faire, mais vit un échange soutenant, ressourçant, un moment où il pleure et où il va pouvoir être accueilli dans ce qu'il dépose, je crois aussi que c'est un premier pas vers aller ensuite voir un psychothérapeute. Ça dédramatise un peu ce côté-là. Voilà. Le fait de nous voir en tant que personne humaine. Il y a un côté, pour ceux qui connaissent, très yalomesque. Irving Yalom, dans sa manière de faire la psychothérapie, il est comme ça, il est hyper simple, c'est fluide. Il n'y a pas trop de convenance. Il respecte, il est poli et tout ça, mais il y a quelque chose qui est simple dans les rapports humains. Et je trouve que ce qu'on fait dans la rue, c'est aussi beaucoup de cet ordre-là. Il y a des barrières qui sautent, des barrières de convenance sociale, de différence de classe, d'interculturels qui se font avec une grande simplicité. De quoi vous avez besoin là aujourd'hui pour continuer d'exister ? Alors concrètement, ce que moi je remarque, c'est que l'expérience, l'association est soutenue, c'est-à-dire que tout le monde trouve que notre initiative elle est géniale. Mais en fait, on manque de thérapeutes qui aient envie de le faire avec nous dans la rue. Et justement, des gestalt thérapeutes, il y en a. Là, en plus, à Paris, on est aussi en train de voir pour un partenariat, pour qu'il y ait des étudiants en gestalt qui puissent valider des heures de formation pour la reconnaissance d'un certificat européen de psychothérapie, donc qui puissent venir faire du bénévolat. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes. Je sais qu'il y a des psychosociologues qui existent, qu'il y a des ethnopsychiatres qui existent, ou même des psychanalystes. Et pour l'instant, cette diversité, on ne l'a pas. Et finalement, on manque de thérapeutes qui donneraient de leur temps et qui auraient envie de sortir de ce cadre existant, réglementaire de la thérapie et venir avec nous. Alors, on ne fait pas de la thérapie, on fait de l'écoute, on va dire de l'écoute thérapeutique, mais on est bien d'accord, mais ça serait super que d'autres compétences nous viennent rejoindre nos troupes. C'est vraiment, en tout cas, le besoin actuel qu'on a, c'est de pouvoir étoffer les équipes pour peut-être justement le faire ailleurs qu'à la Goutte d'Or aussi. On aimerait bien essayer ailleurs, mais pour ça, il faut que notre équipe, elle soit plus importante. Ok, donc l'appel est lancé. Voilà. Et juste quelques mots pour définir un peu ce que c'est que la gestalt thérapie pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors, la gestalt thérapie, on l'appelle aussi la thérapie du lien, du contact, de la relation. C'est une thérapie qui émerge dans les années 50, qui est une thérapie humaniste et relationnelle. Beaucoup basée sur l'ici et maintenant, l'expérimentation, la créativité aussi. Enfin, voilà, et avec des notions, en fait, la notion que entre le thérapeute et le client, ce qu'on va regarder, enfin, parce que nous on dit plutôt client, on va regarder comment la personne entre en contact avec nous. Et s'il y a des endroits où ce contact ne se fait pas, ou en tout cas comment il ne se fait pas. Donc c'est aussi une attention particulière qu'on va avoir, parce que la relation c'est un peu le nerf de la guerre. Hein, pour nous tous, c'est un énorme enjeu. Donc on va essayer de travailler ça en thérapie, dans la relation entre le thérapeute et le client, sachant que le passé s'invite souvent dans le présent. Ok, bien. Merci pour tout ça. Encore merci pour cette superbe initiative. Et puis, bonne route à l'association et aux écouteurs de rue. Merci beaucoup, Séverine. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.